Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous retrouver pour votre rendez-vous culturel hebdomadaire qui, ce soir, va parler de l'ancrage territorial dans la littérature, entre autres thèmes évidemment, puisqu'un auteur ne saurait, surtout lorsqu'il est aussi prolifique que mon invité de ce soir, s'en tenir à une seule dimension. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter Akram El Kibir, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir honoré. C'est un c'est immense plaisir de vous recevoir. Akram El Kibir, vous êtes romancier, auteur de plusieurs romans. N'achetez pas ce livre, c'est une arnaque. C'est une grosse arnaque. C'est une grosse arnaque en plus, par-dessus le marché, d'accord, paru aux éditions d'Al-Gharb, ainsi que d'autres ouvrages précédents. Et surtout, vous êtes revenu au roman avec d'abord en 2016 Vivement Septembre, ensuite en 2018 Au secours Morphée, et enfin en 2019 vous publiez Les fleuves impassibles. Ces trois romans sont édités par les éditions APIC. Merci encore Akram d'être parmi nous. Merci à vous. Donc je parlais d'ancrage territorial puisque vos trois romans se situent dans votre ville natale, en tout cas celle où vous vivez, la ville d'Oran. Et nous allons nous intéresser tout d'abord à votre dernier ouvrage, mais nous allons aussi établir des connexions avec les deux précédents pour faire un petit peu ressortir et cet ancrage territorial et les autres thématiques qui sous-tendent votre œuvre. Et donc Les fleuves impassibles commencent avec l'histoire de Zaki. Pouvez-vous nous en dire plus, et notamment du quartier où il habite, le fameux Sidi El Houari? Alors, Zaki, c'est un jeune qui doit avoir 24 ans, qui habite à Sidi El Houari, au bas de la ville, c'est-à-dire dans le quartier, ce qu'on appelle le quartier de la Marine, qui est en face du port de Plaisance, là où il y a le chemin qui mène à la Corniche. Et il est cafetier dans un petit café qui s'appelle Les Deux Mégots. Oui. Et qui rappelle un peu Les Deux Magots aussi. Oui, oui, voilà, c'était un petit clin d'œil rigolo que j'ai voulu comme ça glisser. Certes. Genre pas vu, pas pris. Oui. Mais c'est pas le seul d'ailleurs. Ouais. Et bon, il est avec... J'essaie un petit peu de raconter sa vie de quartier avec ses amis qui sont... Alors il y en a un qui est parkinger, enfin ou gardien de voiture comme on veut, Oui. parce qu'à côté il y a la pêcherie, donc il y a beaucoup de petits restaurants de poissons et donc voilà, il y a quelques petits parkings sauvages qui pullulent un petit peu. Et l'un d'entre eux, le personnage de Akacha, Oui. il travaille. Il y a aussi Anis, un autre qui est un chanteur raté, disons. Oui. et qui est un chanteur raté, et puis voilà quoi. C'est-à-dire Qui écume un peu les cabarets à la recherche voilà, d'une prestation. il essaye un petit peu de faire la tournée des cabarets pour proposer ses services de chanteur, et ça ne marche pas. Et il désespère un petit peu par rapport à ça. Et donc, comme le personnage de Zaki est cafetier qui travaille dans un petit établissement à Sidi El Houari, la place qui s'appelle la place de la République, il y a un vieux monsieur, un retraité qui vient tous les jours chez lui pour prendre son café. Oui. Voilà, Ami Mimoun, avec une pile de journaux. Et puis un matin, en lisant la presse du jour, Zaki voit qu'il y a un reportage d'un bateau-taxi qui fait la navette entre la ville d'Oran et celle de Ain Turk. Oui. C'est une nouveauté parce que l'histoire se passe en 2018. Oui. Et lui qui caresse l'espoir depuis longtemps de faire le projet de la Harga, c'est-à-dire de prendre une barque de fortune pour aller de l'autre côté de la Méditerranée. Mais qui trouve que le procédé est trop précaire. Trop précaire et trop dangereux parce qu'il voit dans la presse ce qui se passe tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, on rapporte qu'il y a eu des naufrages, etc. Donc il n'ose pas faire le premier pas à cause de ça. Et puis voilà qu'il trouve un bateau-taxi solide, grand. Et il se dit, tiens, et si je détournais ce bateau-taxi pour aller avec en Espagne? Et donc il propose ça à ses amis Akacha et Anis, et ensemble ils vont aller au recrutement, voilà, au recrutement de potentiels autres candidats à l'émigration clandestine. Et puis voilà quoi, donc l'histoire part de là. C'est-à-dire j'ai essayé de raconter
En fait, c'était une histoire, mais en fait, la harga, c'est-à-dire la thématique de la harga n'était qu'un prétexte pour moi. Ce qui était important, c'était ce qui pouvait se passer à l'intérieur du bateau, c'est-à-dire quand ils passeront à l'action, quand ils formeront d'abord un groupe, ils seront près d'une dizaine, et qui passeront à l'action, à l'intérieur du bateau, cette rencontre avec les autres passagers, Oui, avec cette sorte d'agora voilà, improvisée. c'est ça qui m'avait le plus plu en écrivant cette histoire, c'est-à-dire tous les gars qui pouvaient en découler à partir de là. Et puis voilà, c'est de là que vient l'idée de ce roman qui s'appelle Les fleuves impassibles. Oui. Alors les péripéties sont très riches, très rocambolesques, et notamment d'emblée le recrutement des candidats à la Halga. Et donc il va y avoir déjà une galerie de personnages En fait, assez... l'histoire se scinde en deux parties. Il y a la première partie qui est celle de la préparation du projet, et puis la seconde partie, celle où il passe à l'acte. Alors la première partie, voilà, ça raconte l'histoire de Zaki et de ses deux voisins, quand ils vont aller un petit peu cueillir les potentiels candidats à l'émigration clandestine, enfin cette forme assez bizarre d'émigration clandestine qui est le détournement du bateau. Ils vont aller dans les quartiers, dans les bas-fonds des quartiers populaires comme Saint-Pierre, voir des gens, essayer de trouver comme ça quelles seraient les personnes qui seraient susceptibles de les accompagner. Et puis la seconde partie, c'est celle où ils passent à l'acte, où ils prennent ce fameux Rocinante, on va voir un voilà, petit peu aussi fameux cet autre Rocinante clin 2. d'œil. Et justement, dans ce recrutement qui va opérer, parfois ça va se faire au hasard, par exemple, d'une rafle, où ils vont se retrouver en prison le temps d'une soirée avec un soulard qui cuve son vin et Oui, le fameux le Moussa, dénommé Moussa. voilà, Ouais. qui voilà, ne cesse de noyer un chagrin d'amour dans En fait, l'alcool. Moussa, c'est un personnage qui est plus âgé qu'eux. Il devait avoir dans presque les 50 ans, Oui, 48 ans. 48 ans, un truc comme ça. C'était quelqu'un qui avait déjà fait l'émigration clandestine en France par voie légale, entre guillemets, c'est-à-dire en prenant l'avion pour aller en France et puis là-bas de décider de ne plus revenir. C'est lui le vrai harag au sens Voilà, propre. c'est lui le vrai harag au sens propre parce qu'une fois arrivé là-bas, il avait brûlé son passeport Voilà. justement pour que... D'où le terme. D'où le terme harag. Enfin, j'ai dit ça, mais c'est un petit peu à l'avant-vol. Je ne sais pas en fait si c'est vraiment l'origine du mot harga vient de là ou pas, mais il y a des gens qui disent ça. Moi, j'ai trouvé ça assez plausible, alors je l'ai repris. Alors, il y a le personnage de Moussa qui est quelqu'un qui se noie dans l'alcool en attendant de mourir. C'est-à-dire qu'il n'attend plus rien de la vie. Plus rien du tout, parce que ça se passe justement dans un commissariat. Un jour, on les a embarqués, Zaki et Akasha, et puis ils se sont retrouvés dans la même cellule que lui. Et puis il y avait un policier débonnaire qui était là et qui, en voyant Moussa en train de affaler par terre, et il a commencé à parler de lui. Il disait finalement ce pauvre gars, il est plus à plaindre qu'autre chose, parce que s'il est dans cet état-là, c'est à cause d'un amour contrarié. C'est quelqu'un qui était en France de façon clandestine. Il était tombé amoureux fou d'une Magali, une Bordelaise. Et puis voilà, un jour ça a mal tourné pour lui. Il a dû, voilà, c'était l'expulsion. Et puis de retour à Oran, il s'est rendu compte qu'il a perdu gros. Pas quand je dis qu'il a perdu gros, on ne parle pas de Paris, ni de la France, ni de l'Europe, mais de ce grand amour qui était Magali. Et depuis, voilà quoi, c'est-à-dire il désespère à ce point qu'il n'attend plus rien de la vie et ne veut que mourir. Et en attendant de mourir, il noie son chagrin dans l'alcool. Et puis bon, lui, il était là complètement inconscient. Et il y avait à côté de lui Zaki qui entendait le policier, le récit du policier, et ça l'a un petit peu, ça lui a fondu le cœur. Et il s'est dit bon, ce gars-là, on va lui donner une chance quand même qu'il retrouve cette femme, et puis on veut lui proposer de nous accompagner, en Espagne, de faire avec nous ce détournement de bateau pour aller en Espagne, et de là-bas il pourra aller à Paris. Et puis voilà quoi. À lui de faire en sorte que la chance de nouveau lui sourit. Il y a aussi Mamadou parmi les candidats. Oui. Mamadou, c'est quelqu'un qui était aussi un de leurs voisins, même s'ils ne le connaissaient pas.
qui habitait toujours à Sid El Houari, dans un immeuble désaffecté qui a été, entre guillemets, squatté, soi-disant squatté par les migrants subsahariens. Et puis un jour, la police a débarqué en plein milieu de la nuit pour une opération de rafle dans le but de les expulser. Lui, il s'en tire, c'est-à-dire il passe entre les filets et puis il parvient à s'en tirer. Il reste là-bas et puis quand il le voit, Zaki se dit, il se dit bah tiens, voilà celui-là. Voilà notre candidat. Peut-être qu'il va vouloir nous accompagner et donc voilà. Et puis il y en a d'autres aussi. Oui, il y a Farid aussi, le déménageur. Farid, le déménageur, un petit peu simplé. Voilà. Ouais, bon, Farid, c'est un personnage un peu ambigu qui habite Saint-Pierre et j'ai oublié comment il s'appelle. Shawqi qui s'appelle. Oui, c'est Shawqi qui l'a ramené, oui, puisque Zaki va solliciter Shawqi pour trouver des candidats. Absolument. Shawqi lui dit bon, ton idée elle est farfelue et comme par hasard, c'est le plus simplé qui a dit qui a été enthousiasmé pour voilà. Donc il y a ça et puis il y a d'autres personnages encore et voilà, ça m'a paru assez intéressant de raconter, de prendre chapitre par chapitre un petit peu, raconter comment il vend à la quête de ses potentiels oui, et de montrer la multitude des motivations qui font qu'on puisse vouloir immigrer clandestinement. Voilà. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la harga finalement n'est qu'un prétexte parce que ce qui m'avait intéressé dans cette histoire, c'était justement de raconter, c'était qu'il y ait un foisonnement de personnages, chose qui n'existait pas dans mes précédents romans. Dans ce roman-là, j'ai voulu faire en sorte qu'il y ait beaucoup de personnages et que les uns soient confrontés aux autres. Et voilà, donc on change de centralité. Ce qui est central dans votre roman ici, c'est justement les couches populaires. Voilà, absolument. Alors que les précédents romans, c'était des gens plutôt issus des couches moyennes, voire de la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie. Et j'ai pris, il faut que je l'admette, beaucoup plus de plaisir à raconter l'histoire de Zaki. Et parce que aussi, l'écriture s'est faite dans une période assez particulière. On était en 2019, c'était le Hirak, etc. Donc ça m'avait un petit peu intéressé d'aller comme ça un petit peu de tenter un petit peu d'explorer ce monde-là qui était celui des jeunes des quartiers populaires, parce que du fait qu'on ne leur donne pas assez la parole, en tout cas moi dans mes précédents romans ils sont carrément inexistants et j'ai voulu un petit peu entrer dans leur monde, voir comment ils pensent, comment ils parlent, comment ils vivent. Et puis voilà quoi, c'est-à-dire à partir de là, j'ai l'idée de créer ce personnage de Zaki, de l'entourer par d'autres personnages, tous issus de quartiers populaires, de milieux plus ou moins défavorisés, tous qui vivotaient, qui survivaient même au lieu de vivre, et qui avaient aussi beaucoup d'autodérision, qui avaient quand même beaucoup d'humour malgré les cette conditions. Cette ironie un petit peu salvatrice qui empêche de déprimer. Bien sûr, donc j'ai voulu un petit peu raconter leur monde. Et puis le personnage de Mamadou, par exemple, naturellement pour moi, ne pouvait qu'en faire partie. Certes. Et puis voilà, donc toute cette première partie de l'histoire, le lecteur les découvre petit à petit, les uns après les autres, au fil des chapitres. Et puis on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire... Où là, justement, votre démarche, qui est celle de la rencontre de l'autre, va se concrétiser dans cette deuxième partie-là. Absolument, parce que... Tout un brassage va se faire oui, parce que bord du bateau. Les gens à l'intérieur du bateau ne savent nullement que le bateau va être détourné et qu'ils vont peut-être se retrouver. Il y a encore une autre mosaïque de personnages qui va apparaître. Du coup, il y a les usagers du bateau-taxi qui ne veulent que partir à la plage des Dunes, à Ain Turk. Donc on en trouve de tout. Il y a un trio d'amis, par exemple, qui va. L'un est professeur enseignant universitaire, l'autre il est
dentiste. Le troisième, je ne sais plus ce qu'il fait exactement. Et puis ça m'a plu de raconter. Et dans ce trio-là, il y a Mortar, justement, Voilà, qui lui Mortar aussi déprime. Voilà, ça m'a plu de raconter comme ça plusieurs. C'est-à-dire, il y a tout un tas de personnages, tout un tas d'usagers de ce bateau-taxi. Ça m'a plu un petit peu de faire des zooms sur chacun d'eux, de raconter comme ça, juste pendant l'espace de quelques 3-4 pages, même pas un chapitre, de raconter un petit peu leur vie, comment ils pensent, et dans quel état d'âme avec les autres. ils sont, pour justement mieux mettre en scène par la suite la confrontation entre tous. Et donc justement, il y a le personnage de Mortal ça m'avait beaucoup amusé de le décrire. C'est l'histoire d'un dentiste. Bon, l'histoire se passe durant l'été 2018. Il est en période de congé, son congé annuel, et il déprime grave parce que, voilà quoi, lui aussi, il est passé par un amour contrarié. Il y a une pharmacienne à côté. C'est un thème récurrent aussi, là, chez vous. Alors du coup, ces deux autres amis, pour un petit qui essaient de lui remonter le moral. Voilà, oui. pour remonter le moral, lui dit non, arrête de te vautrer comme ça chez toi et de languir, viens avec nous, on va aller à la plage, on va prendre le bateau taxi, ça va te faire une balade en mer, et puis ensuite on va aller à la plage et on va rester à Ain Turk jusqu'au lendemain, même s'il le faut. Mais lui, il reste recroquevillé. Voilà, donc là, il traîne un petit peu, mais bon, il accepte quand même de venir, mais on sent bien que c'est pas la joie pour lui. Et puis, il y a, non pas Frida, comme dirait Brel, mais Nafissa. Nafissa, c'est disons, le personnage le plus important de cette deuxième partie du roman. C'est un personnage assez... Don Quichotesque. Oui. C'est un peu le pendant de Zaki, qui tous les deux se retrouvent à bord du Rocinante 2, d'ailleurs. Nafissa a pratiquement le même âge que Zaki. Oui. D'accord ? Mais pas du tout la même extraction sociale. Absolument. Quoique, Nafissa, c'est une jeune femme, une étudiante en littérature française. Elle a 22 ans. Elle étudie à l'université de Bulgaïd à Oran, pour ceux qui connaissent. Et c'est quelqu'un qui est issu d'une famille bourgeoise, qui habite une villa dans un quartier chic d'Oran. Je crois que j'ai nommé Saint-Hubert, mais c'est peut-être pas ça, je ne sais plus. Et c'est-à-dire, elle vit assez bourgeoisement, avec un cadre de vie, tout ce qu'il y a de bien, de meilleur. Mais, eu égard à ce qu'elle lit, elle s'est tellement trop gavée de lectures et de films, par exemple les films de Ken Loach, des films ou des livres généralement d'auteurs et de cinéastes qui sont plutôt gauchisants, voire même anarchisants. Elle a fini par se revendiquer elle-même, non pas gauchiste, mais plus que ça, carrément anarchiste. Elle se veut anarchisante malgré ses origines bourgeoises, son condition. Mais d'ailleurs, c'est souvent le cas. Ouais. C'est souvent au départ une révolte contre. Mais seulement. Peut-être que Paul Nizan l'exprime encore mieux que moi. Oui. Oui, mais en fait, le problème avec Nafissa, c'est qu'elle culpabilise de ça. C'est-à-dire, elle culpabilise. Oui, c'est un thème aussi, oui, c'est un thème récurrent. Elle culpabilise d'être née dans une famille privilégiée et tout. Et comme elle est. Son environnement immédiat n'est constitué que de gens qui sont plus ou moins francophones. Quand elle parle, on dirait que c'est une émigrée, une Algérienne qui est établie en France qui parle. C'est-à-dire qu'elle écorche même le darja. Elle écorche même le darja, et ça l'a fait gravement culpabiliser, mais voilà, quoi, c'est comme ça. Et puis il y a une sorte de déracinement, comme ça. Absolument. Et puis il y a l'épisode du bateau, c'est une occasion pour elle de prendre sa revanche sur son destin, si on peut dire, parce que là, elle va être mise devant le fait accompli. Elle va se retrouver devant des haragats, des gens qui, théoriquement, auparavant, elle les défendait, mais là, elle se trouve devant eux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va les défendre? Est-ce qu'elle ne va pas les défendre? Et ça m'avait paru assez intéressant à décortiquer. Certes. Il y a aussi, surprise du chef, Ahmed Dé Mustafa, ah oui, les deux intrus, oui, les deux lascars, on va dire. Ça, c'est le personnage de Chauqui, celui de Saint-Pierre, qui les impose à Zaki à la dernière minute. Et eux, parce que Zaki tenait quand même
À faire les procédant. choses pacifiquement, on va Voilà. dire, sans embêter trop les gens qu'il va les prendre entre guillemets en otage. Absolument, c'est-à-dire il a tout de suite, il aura dit à ses acolytes, aux autres haragas, bon, on va faire cette opération de détournement, mais il faut pas qu'on fasse du mal à une mouche. Donc notre but à nous, c'est seulement d'aller en Espagne. Il y a des dommages collatéraux, certes, il y a ces victimes qui, au lieu d'aller à Antwerp, vont se retrouver en Espagne, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les brutaliser, il ne faut pas les violenter, et encore moins les tuer, évidemment. On va leur faire perdre un peu de temps. Et puis On va leur faire perdre un peu de temps, et puis peut-être même qu'à la fin, ils nous remercieront, parce que grâce à nous, ils auront à peu de frais effectué un voyage jusqu'en Espagne. Voilà. Donc voilà, c'était ça le but, c'était ça son état d'esprit à Zoher, et puis voilà que Shawqi, celui à qui il a sollicité ses bons offices plus tôt, voilà, à la dernière minute s'amène et lui impose deux personnages qui ont tout l'air d'être des gens qui sont quand même un peu louches. Et ils sont taiseux, ils ne parlent pas, ils sont même armés. D'armes blanches, oui, de couteaux. D'armes blanches et tout, donc voilà. Et c'est eux qui prennent très vite les choses en main et qui menacent les passagers, les tiennent en respect. Et du coup, il y a une sorte de solidarité comme ça qui va s'établir au sein des passagers contre ces deux lascars, y compris avec Zaki. C'est-à-dire même Zaki va subir l'autorité. Bien sûr, parce que ils vont carrément imposer leur mode opératoire, et ça, ils vont pas faire de différence entre les otages et puis les autres haragas. Ils veulent aller coûte que coûte en Espagne, quitte à passer à l'action de façon violente, et quitte même à s'en prendre à ceux qui sont supposés être leurs acolytes, c'est-à-dire les autres haragas. Oui. Alors ce qui fait que bon, Zaki va réussir à reprendre en main un petit peu les choses et à ligoter les deux lascars. On va pas dire comment. Voilà. On va quand même laisser un petit peu le plaisir de la lecture. Mais pendant tout ce temps-là, on continue de découvrir des personnages, notamment Badra aussi. Oui. Oui, Badra, c'est un personnage qui est originaire de Rilizen et qui avait fui sa famille pour aller parce qu'on voulait lui imposer un mariage. Elle s'était mariée avec quelqu'un dont elle ne voulait pas. Et puis un jour, elle a décidé... Au détriment de la poursuite de ses études, puisqu'on l'oblige à s'en tenir à la licence alors qu'elle avait les moyens. Oui, oui. Et puis un jour, elle décide, contre toute attente, de prendre la clé des champs et de s'enfuir. Elle s'était enfuie, d'abord en allant à Mostaganem, et puis de se retrouver à Oran. Et puis à Oran, elle se retrouve complètement dénuée de tout. Elle n'a plus rien, elle n'a pas de ressources ni rien. Elle était obligée de... Elle avait pris quelques affaires qu'elle les avait par la suite, comme à Medina Jdida, revendues pour avoir quelques sous lui permettant d'aller dans un dortoir pour dormir, voilà, mais c'était vraiment très précaire, et c'était au jour le jour, et il fallait qu'elle fasse quelque chose. Et puis on lui propose un jour, alors qu'elle était dans ce dortoir, il y avait, je pense, la femme de ménage ou je ne sais qui lui propose de lui présenter des gens du milieu. Et puis voilà, justement à Ain Turk. Et elle prend ce bateau-taxi parce que, en désespoir de cause. En désespoir de cause, elle tergiverse. Est-ce qu'elle doit ou non intégrer le milieu? Et puis elle n'a toujours pas pris de décision. Elle est là à tergiverser. Elle prend ce bateau-taxi pour aller à Ain Turk. Et elle se retrouve en chemin. Et puis voilà, elle se retrouve. Et elle propose même à Akasha oui, parce que c'était inespéré pour elle. C'était inespéré. D'être intégrée dans l'équipe pour aller jusqu'en Espagne. C'était quelque chose d'assez inespéré pour elle. Et puis voilà qu'elle se retrouve là-bas, et elle encourage les autres haragas, leur dit je suis des vôtres, hein, donc pourvu qu'on y arrive. Oui, il y a des débats ensuite qui s'engagent, des discussions, notamment avec Abdelkrim aussi. Ouais, c'est un petit peu la figure du dévot, un peu rigoriste, voire très rigoriste. Voilà. Très rigoriste. Qui n'a que l'enfer à la bouche, etc. Ouais. Et tout de suite, les tensions se font sentir, notamment avec Nafissa d'ailleurs. Notamment avec Nafissa, et même avec Zaki. Avec Zaki, parce que Zaki, j'ai pris soin tout le long en tout cas de la première partie du roman, de ne pas
disant de ne pas dévoiler quelle pouvait être son idéologie, sa façon de penser. Et puis voilà qu'il se retrouve confronté à ce Abdelkrim, et là il doit prendre position, et en prenant position, voilà quoi. C'est-à-dire il y a le clash entre lui et ce Abdelkrim. Si mes souvenirs sont bons, c'était justement en prenant la défense de Nafissa, parce que préalablement il y avait un débat houleux entre Nafissa et Abdelkrim. Oui, sur le sort du suicidé. Sur le sort du suicidé, parce que pour Abdelkrim, on aura beau dire, on aura beau faire, la harga ne peut s'apparenter qu'au suicide, quoi. C'est-à-dire, et donc ne peut être voué qu'à l'enfer. Ne peut être voué qu'à l'enfer. Et là, lecture très simpliste. Très simpliste. Et là, Nafissa monte sur ses grands chevaux et prend la défense de Zaki, d'où d'ailleurs le fait qu'il s'amourache d'elle. Voilà, c'est-à-dire il est complètement ébahi par cette jeune femme. Alors déjà dès le départ, il l'aperçoit et il se dit bah de toute façon arrête, parce que cette fille n'est pas de mon monde et je ne suis pas du sien, donc faut arrêter. Et puis voilà qu'elle prend sa défense. Et puis il se rend compte que malgré la distance sociale, ils sont plus proches l'un de l'autre qu'ils ne pouvaient penser. Ils sont sur le point d'arriver, mais là encore, fait retournement de situation. Lorsqu'ils arrivent près de l'Espagne, le réseau revient. Et ce même Abdelkrim, que tout le monde prend en grippe finalement, à cause de ces envolées incendiaires, et c'est le cas de le dire, incendiaires d'ailleurs. Ouais. Vous n'êtes pas le seul à faire des jeux de mots. Ouais. Et il reçoit un message de son frère qui lui dit que sa mère est gravement malade. Et donc, le problème, c'est que s'ils accostent, bah oui, ça risque de prendre du temps pour qu'il puisse retourner en Algérie. Il ne sera jamais à temps pour revoir sa mère une dernière fois. Voilà, qui est carrément à l'agonie. Et ça pousse Zaki. Et là, Zaki et ses amis se disent que faire. Que faire? Voilà, quoi. Il y a... Et c'est là où, moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, je me suis rappelé plein d'occurrences. Je me suis dit, dans les moments décisifs, notre anthropologie est décisive. Puisque que vont décider finalement les haragas, c'est de rebrousser chemin. Voilà, c'était ou ça, ou pour alors... ne pas coincer les gens, Abdelkrim avec eux, ce même Abdelkrim qu'il... Parce que d'autant plus qu'ils ont quand même pris d'énormes risques. Oui. Parce qu'en chemin, ils ont eu face à eux un garde-côte, oui. Un ou deux gardes-côtes. Et ils les ont arrêtés, ils les ont même... ils ont pris en otage. Ils les ont pris en otage aussi. Donc, ils risquaient gros. Zaki et ses amis. Ouais. Et pourtant, malgré ça, ils se sont dit non. Cet même esprit solidaire, cet même esprit de sacrifice, moi, dès que j'ai lu ça, ça m'a évoqué, entre autres exemples, les inondations de Bab el-Oued, où on a vu vraiment un héroïsme absolument admirable. C'est ce qui m'a fait dire que dans les moments décisifs, l'anthropologie est décisive. Bon, finalement, donc ils vont décider de rebrousser chemin. Bon, il y aura un petit débat comme ça, houleux, mais c'est Zaki qui avait pris cette décision-là, et puis les autres, finalement, ils vont se ranger à son avis. Ils se sont rangés à son avis, oui. Ce qui fait qu'en dernière instance, c'est tout l'équipage qui adhère à leur cause. Absolument. En quelque sorte. Même si, voilà. au moment où elle devient... il y a aussi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, l'équipage qui, lui, est italien. Italien, oui. Et donc voilà, tous ces... Qui se démènent pour leur trouver des solutions. Voilà, donc ils se démènent, ils sont très coopératifs avec eux. Donc il y a d'un côté les Italiens qui conduisent le bateau, il y a les passagers, et puis il y a la bande de Zaki. Donc tous ces gens-là, et puis ça se passe en pleine Méditerranée. Et pendant toute cette traversée, c'est-à-dire comment ce brassage-là va finalement, malgré tous les antagonismes, malgré la situation elle-même antagonique, il va y avoir une sorte d'égrégore, si je puis dire. Absolument, parce que voilà, les passagers ni l'équipage italien, finalement, à la fin de tout ça, n'auront pour Zaki et ses amis que de la sympathie et même voire parfois de la solidarité, de la solidarité et de l'admiration. Oui.
Et justement, sur pour faire un petit peu la jonction avec vos autres ouvrages, ce thème-là du rêve d'un ailleurs meilleur, il traverse un petit peu vos trois romans. C'est ce même ailleurs, c'est ce même rêve d'un meilleur ailleurs qu'on retrouve Au Secours Morphée, où cette fois-ci, Ali va se réfugier, non pas dans l'immigration, mais dans les somnifères, d'où d'ailleurs le titre, Au Secours Morphée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors c'est l'histoire de Ali qui épouse Nadia. L'histoire se passe à Oran. Alors Ali au départ est bouquiniste dans une petite bouquinerie à Oran, et puis un jour Nadia va chez lui, c'est le coup de foudre immédiat, il se marie, mais Nadia elle a disons des ambitions qui sont assez qui sont celles de sa classe sociale, celles de son rang. C'est-à-dire elle a carrément un plan de vie, elle veut avoir une maison à elle plutôt que de louer un appartement, elle veut avoir sa propre maison et puis ensuite gravir les échelons, elle est un petit peu carriériste, disons le mot. Alors que le personnage de Ali, il est plutôt bohémien, oui. plutôt voilà quoi. Oui, même ce thème de la bohème traverse les trois romans. Il vit au jour le jour, etc. Bon, il se marie quand même, et à la condition toutefois, parce que c'est Ali qui s'était amouraché de Nadia, oui. Plus que pas le contraire. Et elle a conditionné leur union par le fait qu'il change complètement de vie, qu'il délaisse sa bouquinerie. Elle a fait jouer ses réseaux pour lui trouver un job bien rémunéré dans une biscuiterie à Hassim Fsour. Et donc voilà, ils ont un appartement, ils vivent bien. Mais Ali ne s'accommode pas trop de cette nouvelle vie. Il doit se lever très tôt pour passer toute sa journée à travailler, pour rentrer le soir claqué, fatigué. Lui, il aimait bien le dilettantisme de sa bouquinerie, c'est-à-dire il ouvrait à l'heure qu'il voulait, il avait ses matinées de libre quand il le voulait. Il avait le temps Wahid, c'est-à-dire il a un rythme d'écrivain. Voilà, il avait plutôt, sans être écrivain, il avait un rythme plutôt d'écrivain. Et puis voilà qu'il y a une nouvelle vie qui s'impose à lui, et puis... Et puis il déprime, et il se rend compte à mesure que les mois passent que finalement, entre lui et Nadia, bon, il y a quelque part une incompatibilité d'humeur. Et puis voilà qu'un jour, lui par exemple, il aurait adoré, parce qu'ils habitent dans un quartier entre guillemets chic d'Oran, qui est à Aqid Lotfi, où il y a tout plein de boutiques, il y a tout plein de petits restaurants, etc. Lui, il aurait adoré vivre en bord de mer, c'est-à-dire même dans un quartier complètement déshérité, mais pourvu que pas loin se trouve la mer. Et puis voilà quoi. Puis un jour, il y a le clash entre les deux, entre l'homme et la femme. Ils se disputent, et elle lui impose d'aller, elle lui ordonne d'aller dormir au salon. Ils font chambre à part. Et puis en s'endormant, ils se retrouvent dans une plage paradisiaque. Et à côté se trouve une femme très belle et très avenante. Et il en tombe amoureux tout de suite. Et puis paf, il se réveille. Et il se réveille, mais il est très embêté parce que... Oui, dépité. Il se sent toujours amoureux, finalement, d'une femme qui n'existe pas, parce que ça s'est passé dans son rêve. Et ça, vraiment, c'est très embêtant, quoi. Et puis, bon, la nuit suivante, il se rendort et il la retrouve. Et elle lui dit, bah écoute, si tu es vraiment amoureux de moi, bah, tu peux t'estimer heureux, parce que dorénavant, à chaque fois que tu vas t'endormir, tu vas me retrouver. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que dès lors, il fait en sorte de dormir plus que de raison, tout le temps, pour être justement avec elle, quitte à recourir aux somnifères, pour dormir tout le temps. Il avait sa peur bleue, à présent, c'était de faire une nuit blanche. Et sa femme, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il lui cache quelque chose. Mais en même temps, il passe son temps à dormir. Et sur le plan, je dirais, thérapeutique, c'est bien trouvé, puisque dormir souvent, c'est aussi l'un des moyens de fuir la déprime. C'est l'un des symptômes de la déprime. Oui. Absolument. Et du coup, sa femme, elle soupçonne une infidélité. Et elle instigue une enquête justement pour en avoir le cœur net, mais elle ne trouve rien. Tout ce qu'elle trouve, c'était un mari qui passe son temps à dormir. Et puis voilà, donc là aussi, c'était une histoire.
Voilà. Avec tout le mépris qui va en découler aussi, hein. C'est-à-dire le rêveur, celui qui est face à un monde Qui ne lui auquel convient pas. oui, Ouais. auquel il ne s'adapte pas, qui va choisir plusieurs modalités de fuite, que ce soit l'immigration clandestine Ouais. ou Pour, le sommeil, et qui, dans les deux cas, va très souvent rencontrer incompréhension, mépris, etc. Oui, parce que c'est généralement des personnages. Peut-être encore plus dans le cas d'Ali, hein, puisqu'au moins Zaki bouge. Oui, il agit. Zaki passe à l'action alors Oui, que. alors qu'Ali se réfugie Dans le rêve. voilà, chez Morphée, justement. Chez Morphée, ouais. D'où le titre. Bah, c'est des. En fait, c'est pas fait exprès quand j'ai fait ça. Mais voilà, le fait est là. C'est peut-être aussi parce que généralement, j'essaie de parler, de décrire des personnages qui ne se contentent pas de la vie qu'on leur offre, quoi, qui cherchent mieux, mais bon, enfin, quand je dis mieux, je parle pas de Pécuniairement, matériellement. voilà, pas justement. matériellement, Bien au mais je contraire, parle, parfois. ouais, bien au contraire. Ils cherchent autre chose, ils cherchent à chaque fois un ailleurs et puis voilà, quoi. C'est-à-dire à chaque fois, ça me rappelle un film. Pessoa. Pardon? Ça me rappelle Pessoa, moi, en ce qui me concerne. Et moi, ça me rappelle un film où il y avait cette réplique comme quoi la vie, elle est toujours insatisfaisante. Et ça, c'est... Mais encore faut-il voir quelles sont la manière dont on gère cette insatisfaction. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que Nafissa, qui est encore étudiante, qui est jeune, qui n'est pas encore insérée, c'est-à-dire qui n'est pas insérée dans le monde socio-professionnel, et qui est donc encore dans ce romantisme anarchisant qui lui fait prendre en sympathie Zaki et ses amis, voire plus que de la sympathie. Et sa figure faisait pendant à celle de Nadia, qui elle est bien insérée dans le milieu socio-professionnel, qui tient son rang en quelque sorte dans l'échelle sociale, et qui elle au contraire ne tolère pas du tout la bohème de Ali, et qui le somme de tenir son rang à côté d'elle. Et peut-être que le sommet de cette image, enfin l'image qui représente le sommet de cette idée, c'est lorsqu'elle va le traîner de force de force entre guillemets, dans un dîner socio-mondain, on va dire. Oui, professionnel mondain. oui. Oui, c'était le réveillon de fin d'année, et puis elle lui dit, bah, t'as intérêt à venir avec moi, parce que bon, là où elle bosse, on l'a invité dans un truc comme ça, très mondain, très... et elle va l'exhiber un petit peu comme un trophée. Hein. Et voilà, et puis le personnage comme un d'Ali, faire-valoir. il s'ennuie grave là-bas, parce qu'il côtoie des gens qui ne sont pas du tout de son monde, c'est des gens qui sont... friqués, qui sont... Bien comme il faut. Bien comme il faut. Comme les appels Wahid. Comme les appels Wahid, c'est des gens qui sont bien comme il faut et tout. Et lui, il s'ennuie à ce point qu'il décide d'aller un petit peu, genre comme ça, rapidement, aux toilettes, s'enfermer, prendre 2 somnifères et essayer de retrouver la femme de ses rêves, quoi, celle qu'il rencontre quand il dort. Et puis bon, ça dégénère un petit peu parce que... Voilà, oui, ça va faire scandale. Parce qu'on ne le trouve pas, et puis sa femme ne cesse de lui téléphoner, mais lui, comme il a pris 2 somnifères, donc il est complètement inconscient, il dort dans les toilettes. Alors lui, ça se passe très bien pour lui, parce que lui, il est dans les bras de Morphée. Voilà, dans les bras de Morphée, avec ce personnage de Nejwa qui s'appelle... celle dont il est amoureux dans ses rêves, mais dans le monde réel, on n'arrête pas de le chercher, on appelle les pompiers, puis comme il y a la sonnerie du téléphone, on finit par le localiser dans les toilettes, on frappe, il ne répond pas, et il y a les pompiers qui arrivent, et qui défoncent la porte, et il y a tous les invités qui sont là en train de voir la déchéance, non pas d'Ali. Comme ça, en train de dormir. C'est la déchéance, non pas d'Ali, mais de Nadia. Ouais, voilà, quoi. Donc ça on va retrouver un petit peu aussi cette thématique de la bohème dans Vivement Septembre. Oui. Mais avant d'en parler, c'est le moment de notre fameux intermède, puisque nous allons lancer la rubrique Mohamed Dib, comme d'habitude, mes chers compatriotes, après le jingle. Puisqu'il est question d'ancrage territorial, ce soir, je vous propose de redécouvrir un ouvrage relativement méconnu de Mohamed Dib qui s'appelle « Le désert sans détour »,
et qui a été édité en Algérie tout récemment par les éditions APIC. Je vous laisse redécouvrir ce petit passage. Levant les yeux, je trouve la vie toujours là. Que s'est-il passé entre-temps? Uniquement des heures, des jours, mais toute proche, toute offerte, cette vie se fait fumer dès la seconde où vous êtes tenté d'en saisir quelque chose, d'en prendre une bolée au creux des mains. Et si un événement s'est produit, nous n'en avons pas eu connaissance. Nous, toujours assis à la même place, sur la même aire poussiéreuse et contenus par le même grillage. Nous, contre ce mur transparent, comme si nous étions d'autres gens, venus remplacer d'autres gens qui nous auraient précédés et auraient encore été nous. Mais à travers les mailles du grillage apparaît je ne sais quoi. La promesse. Se réalise-t-elle sensément sous nos yeux? Que se passe ce qui doit se passer? Restez là, nous a-t-on dit. Vous allez bientôt voir ce qu'il faut voir, ce qui doit advenir. Et nous voyons. Deux hommes en blanche culotte se renvoient une balle au moyen d'une grande cuillère plate. C'est tout. La scène dure depuis longtemps, sans doute après avoir commencé, sans que nous nous en soyons rendus compte. Quelquefois, la balle se perd, manquée. Alors, l'un des deux hommes en extirpe une autre de sa poche, et ça repart, ça reprend sans changement. Il ne se passe rien d'autre. Nous habitons le même espace qu'eux, sous le même ciel, malgré ce grillage, mais nous ne respirons plus le même air. On voit toute cette puissance d'évocation que nous avons souvent citée, ce symbolisme, cet onirisme aussi de Mohammed Dib, dans ce magnifique roman, Le désert sans détour, publié en 2020 aux éditions APIC. Je me tourne vers vous, Karam El-Kibir, pour un petit peu la conclusion et pour évoquer ensemble notre ami Wahid, le héros de Vivement Septembre, qui lui aussi est dans cette bohème. C'est lui qui répète souvent que j'aime avoir des horaires d'écrivain, même s'il faut préciser lesquels, parce que s'il avait les horaires de Balzac, je ne crois pas qu'il tiendrait le rythme. Donc Wahid, c'est un correcteur de journaux, puis qui découvre aussi qu'il peut se faire beaucoup plus de sous en corrigeant des livres. Ouais. Notamment, j'ai bien aimé le passage, ceux de Golden Boy qui décident, après avoir ramassé beaucoup de sous, de se construire une hagiographie, une sorte de success story comme ça, et bon. De faire leur autobiographie comme ça, En fait, oui, il a commencé sa carrière en étant correcteur dans les journaux locaux, ça se passe à Oran. Et puis il s'est décidé à être un correcteur freelance, pas tellement pour des raisons pécuniaires, mais surtout justement pour avoir ce privilège d'avoir des horaires d'écrivain. De choisir ses horaires. Voilà, de choisir ses horaires, de travailler à partir de chez lui, de se décider sur un coup de tête, soit de travailler le matin et d'avoir l'après-midi de libre, ou alors le contraire, ou alors de travailler la nuit et puis d'avoir toute sa journée de libre. Et de ne pas être obligé d'aller journellement à un bureau et d'y rester comme ça des heures, de 8 heures jusqu'à 16 heures. C'était ça qu'il avait. De ne pas pointer, etc. De ne pas pointer et tout. Et en fait, l'histoire de Vivement Septembre, il y a deux romans. C'est ça un petit peu la trouvaille. Parce que le personnage de Wahid, il est très ami avec une certaine Yasmina. Qui était enseignante et puis elle a tout plaqué pour ouvrir une librairie, et elle passe donc son temps à lire, à bouquiner. Elle va tanner Wahid. Puis elle va le tanner parce que à force de lire tout le temps des auteurs, toutes sortes d'auteurs, et puis de côtoyer son ami Wahid, elle finit par lui dire tu sais, tu me rappelles les auteurs que je lis. Oui, parce que Wahid broie du noir au kilomètre, donc à cause justement d'une rupture houleuse avec, houleuse, en tout cas d'une rupture avec Inès. Avec Inès. Et elle lui dit non pas que tu as le talent de ces auteurs-là, loin s'en faut, mais il y a quelque chose chez toi d'assez triste, d'assez mélancolique, tu as les yeux tristes. Donc il y a ce grain comme ça, on va dire. Donc je suis sûr que si tu te lançais là-dedans, ça donnerait quelque chose. Et puis si ça donne rien, au moins on aura essayé. Et puis voilà, elle le tanne de se lancer dans l'écriture, de s'essayer dans l'écriture. Et donc il y a un roman dans le roman. Et puis voilà, donc à force, il finit par céder et il essaye d'écrire une histoire. Et la trouvaille, c'était de proposer au lecteur, non pas quelques bribes de cette histoire-là que pouvait écrire Wahid, mais
complètement le roman en entier, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est cette histoire-là qui est un petit peu alambiquée. Alors ça se passe à Oran, les années 2013-2014, et puis il y a des petits flashbacks dans un passé plus récent. Et puis il y a Wahid qui soliloque parfois tout seul, qui parle de son passé, de cet amour contrarié avec Inès, comment ça s'était passé, À de cette certains égards, nostalgie oui. qu'il avait pour cette époque-là, de cette époque où il se croyait heureux. Oui, puisque Et cette écriture est en même temps une thérapie vis-à-vis de cette fameuse rupture. voilà, Et absolument. à certains égards, ça m'a évoqué le livre qu'offre d'ailleurs Ali Nadia, à savoir le fameux roman de Malik Haddad. Je t'offrirai une gazelle. Oui, Voilà, oui, oui. c'est un peu sur le même mode du roman et du roman de Et du l'auteur. roman de l'auteur, oui. Ah bah oui, absolument, absolument. Ça m'a fait. Mais moi, ce qui m'avait le plus intéressé là-dedans, c'était de dévoiler au lecteur ces petites techniques d'écriture, genre proposer un paragraphe tout fait et puis montrer Comment il va le préalablement reprendre. comment il a eu cette idée-là de l'écrire. Oui, Parce qu'en fait, une voilà, sorte de mise en abîme, oui. absolument, cette mise en abîme. Parce que j'avais en fait, c'était moi, l'histoire de ce roman, c'est très simple. Le roman qui se trouve dans le roman, c'est en fait le roman que j'ai écrit en premier, avant d'écrire Vivement en septembre. Le premier roman, c'est celui qui se trouve à l'intérieur. Oui. Et, euh, et puis bon, j'ai écrit ce roman là très rapidement d'ailleurs. Et puis je me suis dit que j'étais pas très satisfait. Je me suis dit, il y a quelque chose, mais à mon goût, il n'est pas très puissant pour qu'il risque l'édition. Pas assez abouti. Oui. Pas assez abouti. Alors, qu'est-ce que. Bon, je l'ai laissé pendant longtemps, hein, pendant au moins 2 ans. Je l'ai même complètement oublié. Et puis un beau jour, je me souviens de nouveau de ce petit roman, je le lis et puis je me dis non, ce roman-là, tel qu'il est, ne peut pas être publié, il n'est pas assez abouti pour ça. Mais Dans cet je vais, inaboutissement, voilà, dans cet inaboutissement, je vais le confier à un personnage d'un autre roman. Et là, il peut y avoir quelque chose, et d'où l'idée d'avoir écrit Vivement Septembre. oui, ces mises en abîme qu'on retrouve très très souvent, notamment chez nos compatriotes écrivains, Oui. y compris ceux de notre génération. Euh, Elle est très fréquente. Comme si on avait l'impression que dans un moment de grande transformation sociale, on arrive à se poser la question de quelle est la fonction de l'art, justement. On réinterroge constamment les codes artistiques, etc. Oui, oui. Un peu comme si, avant d'en arriver à un roman proprement dit, qui demande une sorte de contrat avec le lecteur, une illusion acceptée, etc., de poser un peu une sorte de débat. Pourquoi nous écrivons et pourquoi vous lisez? Oui, c'est vrai. Non, mais moi, en ce qui me concerne, bah tiens, pour parler bien vrai, d'ailleurs, j'ai trouvé une méthode. À chaque fois que j'écris quelque chose, c'est-à-dire j'essaye de faire en sorte, en tout cas pour l'avenir, enfin, je dis ça en rigolant, mais de créer un personnage qui soit lui-même auteur. Comme ça, tout ce que je n'assume pas moi-même ou que je trouve pas abouti, plutôt que de le jeter, je le lui fourgue. Donc c'est toujours ça. D'accord. Donc c'est une sorte de... Non, mais moi je me prends pas la tête avec toutes ces questions. J'écris généralement. En fait, mon but à moi dans l'écriture, c'est, je le dis souvent d'ailleurs, j'essaye de lire ce que j'aurais aimé lire. C'est-à-dire, j'essaye de me faire plaisir en écrivant. Et puis voilà, c'est surtout ça. C'est ça la condition sine qua non pour moi d'écrire. C'est de m'amuser à écrire, c'est de prendre plaisir à écrire, même si parfois, voire souvent, c'est un plaisir éreintant, mais c'est un plaisir quand même. Donc s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ce plaisir, s'il n'y a pas... Si par exemple, si par exemple un jour comme ça j'ai une Commande? commande ou j'ai pas osé dire commande, je me suis dit une idée comme ça qui peut d'un roman qui peut marcher, mais qui vraiment dans l'écriture vous correspond pas, oui. ça ne pourra jamais marcher. J'essaye d'écrire ce que moi j'ai envie d'écrire, ce que moi j'aurais aimé lire. Bon, maintenant pour ce qui est du résultat final, c'est autre chose. Hein, Certes. En tous les cas, ce plaisir-là que vous prenez à écrire se ressent
lorsqu'on vous lit. Et lorsqu'on lit donc Kalam al-Kibir, je retrace un petit peu votre parcours. Donc, Les fleuves impassibles, paru en 2019 aux éditions Apic. Et pour ceux qui voudraient vous découvrir encore plus, ils pourront lire aussi Au secours Morphée, paru en 2018, et Vivement Septembre, paru en 2016. Les 3 ouvrages aux éditions Apic. Merci beaucoup, Kalam al-Kibir, d'avoir été parmi nous. Encore une fois, merci à vous pour l'invitation. Ce fut un réel plaisir. Et au plaisir de vous revoir pour votre prochain ouvrage, Inch'Allah. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous, mes chers compatriotes, de nous avoir accueillis chez vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission de Culture, l'autre regard. Bonne fin de soirée.